Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine, mais avant de démarrer, on fait un petit rappel parce qu'on le fait souvent en fin d'épisode de s'abonner et de mettre Mettre une une note 5 note. étoiles. Et c'est vrai que peut-être tout le monde. Enfin, moi j'ai un peu ce trait toxique, tu sais, de pas finir Nous totalement aussi, de les. terminer. Quand le mec arrive à la fin de son sujet, genre avant la Si, conclusion, je je m'en ferme vais, la ouais. vidéo ou le podcast. Ouais. Donc, si jamais vous appréciez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et à vous abonner. En vrai, ça nous aide. Également, nous rejoindre sur La Flouzerie sur Insta, où on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Voilà, c'était le petit rappel de début d'épisode. Vas-y. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. C'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent, mais encore une fois, merci à vous pour votre fidélité sur le podcast, parce que c'est vrai qu'on parle. C'est un long moment. Je pense qu'on n'a pas parlé des stats du podcast, mais honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous occuper chaque semaine. Alors bon, le podcast c'est pas exponentiel. Hein. On sait qu'on n'aura jamais 1 million d'abonnés sur le podcast, tu vois, mais je veux dire, on voit quand même que de semaine en semaine, de mois en mois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je pense que c'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce au fait que justement vous mettez des notes, etc., que vous abonnez, ça aide les plateformes à nous mettre en avant pour que notre podcast monte petit à petit dans les classements ou en tout cas dans l'algo des différentes plateformes. Et même si, je vous l'avais déjà expliqué, c'est difficile pour nous de savoir exactement combien on a d'abonnés, combien on a d'écoutes, parce qu'en fait, il y a tellement de plateformes que c'est difficile de le compiler. Et franchement, j'en ai discuté avec beaucoup de podcasteurs. J'ai essayé plein de fois des logiciels, des plateformes qui étaient censés regrouper toutes les infos. Pas à tout On regrouper. trouve jamais. Du coup, globalement, moi, je regarde deux plateformes qui sont nos principales. Hein, je pense qu'ils doivent regrouper à peu près entre 80 et 90% des écoutes. C'est Spotify et Apple Podcast. Je pense que l'immense majorité d'entre vous nous écoutez là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Spotify, qui est notre plus grosse, je pense que ça fait vers 50-60% des écoutes à peu près, on atteint quasiment les 100 000 écoutes uniquement sur Spotify. Ouais, c'est cool. Et franchement, en vrai, ça fait quand même plaisir parce que ça commence un 3 ans peu qu'on fait ça. quand même à peser. Pareil, on commence à approcher les 1000 abonnés uniquement sur Spotify, donc par c'est toute cool. plateforme. Donc franchement, ça fait plaisir et on est content de voir que le podcast continue à grossir. Autre news, ça y est, on repart sur l'aventure YouTube. On vous l'avait teasé l'an dernier et malheureusement, encore une fois, on s'est fait dépasser par le travail, par la problématique que c'est de trouver un monteur, d'arriver à travailler avec lui, d'arriver à équilibrer forcément qualité, coût, régularité. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, parce qu'en fait, c'est super dur de trouver Des partenaires de confiance de manière ouais, générale, puis en qui plus, travaillent. c'est un investissement parce qu'au final, c'est quand même un prix, un monteur pour une vidéo, etc. Et c'est vrai que nous qui sommes pas du tout dans la vidéo et tout, en fait, on se rend compte qu'en vrai, c'est beaucoup de travail de faire du montage, en fait. C'est des heures de travail. Donc, tu sais, je pense à genre Squeezie, lui, punaise, ça doit lui 5 ou coûter. 6 personnes qui travaillent Ouais, sur je son truc. pense, au moins, tellement que c'est difficile. Et rien que un truc tout bête, mais là ça y est, on a des vidéos qui sont montées, qui sont prêtes. En plus, je pense que je les ai tournées il y a plus de 3 mois. Elles viennent d'être montées, donc ça y est, on a tout finalisé avec le monteur. On a un nouveau monteur avec qui on bosse, que d'ailleurs j'ai pu le croiser hier. C'était pas prévu qu'on se croise, mais puisqu'on travaillait plus ou moins avec les mêmes personnes, il est passé dans la salle où je m'entraîne. Du coup, j'ai pu le rencontrer. Il est très sympa. Dédicace à lui si jamais il écoute ce podcast. Et j'attends les miniatures parce que pareil, quand vous montez une vidéo sur YouTube, d'abord vous avez besoin d'un monteur pour la vidéo. Et après, vous avez besoin d'une belle miniature parce que les premières vidéos qu'on avait sorties, je les avais générées avec de l'IA, mais pour en avoir parlé avec pas mal d'autres youtubeurs, en fait, vraiment la qualité de votre miniature, c'est hyper important parce que c'est ce qui va déterminer le taux de clic et le taux de clic détermine le nombre d'impressions que YouTube va donner à votre vidéo, donc plus ou moins le nombre de fois où il va l'afficher à des gens qui potentiellement vont cliquer dessus. Donc globalement, ça sert à rien de mettre du budget dans un monteur si vous avez une mauvaise miniature parce qu'entre guillemets, vous ferez pas de vues, quoi. Donc voilà, le temps que tout ça soit en place, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que là, normalement, pour le mois de mars, on devrait sortir 2 vidéos sur YouTube et que ça va être ensuite notre rythme de croisière pour le reste de l'année. Là, ça y est, on a enfin mis en place les process et les habitudes qui vont nous permettre d'avancer dessus. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube La Flouzerie, n'hésitez pas à y aller. Vous avez le Linktree dans la bio pour la trouver. Et sinon, vous tapez juste La Flouzerie sur YouTube et vous nous trouvez. Sachant que j'ai fait une zanzerie. Alors, faut savoir que la créa de contenu, on a un community manager, mais on s'en occupe aussi avec Jus. Et j'ai fait une zanzerie. J'ai filmé toute notre semaine la semaine dernière.
Genre tout, je faisais prêt avec moi et tout. Et là, j'ai fini le montage du vlog. Donc, je pense que peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine d'après, ça sortira. Vous nous direz si ça vous plaît en vrai. Parce que là, pour le coup, je vous ai emmené dans l'hôtel hanté. Je vous ai emmené en visite d'un bien immo avec nous. Je vous ai emmené faire du bateau. Et tu veux sortir ça sur YouTube? Bah oui. Ah, ok, je savais pas, je pensais que c'était pour Instagram. Ok, bah vous avez même Marie prévoit des trucs, je suis pas au courant. Ok, je savais pas, je pensais que c'était pour un vlog Instagram. Ah non, c'est pour YouTube. Ok, Bah super, après, ça super, fait, super. ça fait 25 minutes, donc forcément, sur Insta, c'était pas possible. Mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ok. Avec Julien, on a travaillé cette semaine et on vous a préparé on peut dire quoi? Un calculateur, un simulateur? Ouais, un simulateur qui en fait vous permet tout simplement, on s'est rendu compte en échangeant avec beaucoup d'entre vous que vous aviez vraiment tous la barrière mentale d'être dans le doute, de savoir si votre situation vous permettait de vous lancer dans l'immobilier, de savoir à quel moment vous lancer, de se dire ah c'est pas le bon moment, ah je manque si, ah mais si j'allais voir la banque et qui me disait non, si je cherchais des biens rentables et que j'en trouvais pas, j'ai peut-être regardé mais finalement j'ai pas trouvé, peut-être j'ai pas la bonne strat, etc. On a essayé de mettre en place quelque chose pour vous aider. Donc là c'est la V1, sans doute qu'il sera amené à s'améliorer ou peut-être qu'on l'annulera si ça flop, on verra bien, ça dépend aussi de vous et des retours que vous nous faites, mais on a tout simplement créé un simulateur qui vous permet en quelques questions de tout simplement savoir si vous pouvez démarrer l'investissement immobilier, d'avoir une estimation du montant de l'enveloppe pour un premier bien, donc savoir sur quoi vous allez vous lancer en termes de prix et enfin de coût total de votre opération si jamais il y avait des travaux avec dedans, de savoir en investissant avec, vous savez, notre philosophie dans le podcast, on vous a toujours donné, c'est-à-dire investir à 10% de rentabilité, combien de cash flow ça vous donnerait de vous lancer sur un bien de ce montant-là. Donc ça vous dit concrètement, bon ben voilà, quand vous aurez fini votre investissement de par exemple 200 000 euros à 10% de rentabilité, ben voilà, vous allez dégager à peu près 450 euros de cash flow par mois. Donc voilà, c'est vraiment du full conseil en automatique gratuit qu'on a essayé de mettre en place. Et vous avez le lien dans la bio si vous voulez y accéder et le tester. Tu avais quelque chose à rajouter? Non, ouais, c'est pas mal fait, Clair et c'est pas mal concis. fait. Les actus, les actus, les actus. On voulait vous en parler parce qu'en fait la semaine dernière, on l'a complètement oublié, mais on a un investisseur qu'on accompagne du coup, et c'est vrai qu'il est en région parisienne et j'ai l'impression que c'est un peu le ghetto au niveau des banquiers. Et il a eu pas mal d'objections de banques qui sont complètement what the fuck. Alors J'ai jamais vu. ça me fait un peu de la peine pour lui, à deux doigts de lui présenter Didi, notre banquier, pour qu'il se fasse financer, parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir des professionnels aussi médiocres dans dans son portefeuille de partenaires. Il m'a fait vraiment de la peine. C'est vrai que c'est marrant parce que c'était un peu devenu le running gag des agents immobiliers et Ouais, j'avoue. enfin, on va pas se mentir, hein, tous les gens qui font de l'immobilier, j'écoute beaucoup de podcasts ou de vidéos, tout le monde tape toujours sur les agents immobiliers et j'ai l'impression que là dans les derniers mois, les agents immobiliers, c'est pas que ça va mieux, mais peut-être qu'en fait le marché se trie un peu et que les mauvais disparaissent. Enfin en tout cas, j'ai moins de dingueries avec des agents immobiliers. J'en ai toujours hein, et si j'en ai des marrantes, je vous les raconterai, mais bon, voilà, je vais pas vous dire que ça et tous les agents immobiliers sont devenus bons, hein, on va pas exagérer, mais par contre, j'ai beaucoup plus de dingueries sur des banquiers en ce moment et ça correspond à ce qu'on s'était dit déjà il y a quelques mois maintenant que globalement le niveau dans les banques baissait de manière extrêmement importante et bien évidemment ça s'accompagne de tout un tas d'excuses what the fuck de pas faire un dossier. Déjà, ça nous sert en même temps, je trouve, de sujet un peu qu'on voulait vous apporter dans le podcast d'aujourd'hui sur concrètement comment fonctionne le dossier bancaire et pourquoi le banquier vous refuse avec des réponses débiles. En fait, les banquiers aiment pas faire du crédit parce qu'en fait, c'est très compliqué, c'est très chiant. Dans le sens que ça dépend pas que de vous. Je vous donne juste deux exemples, c'est que globalement quand vous êtes banquier, si par exemple vous voulez ouvrir un compte bancaire à votre client ou lui ouvrir une assurance vie, vous êtes globalement en autonomie, c'est-à-dire que vous avez besoin de pas grand monde pour le faire. Normalement vous avez des logiciels qui font tourne automatique, vous avez juste à cliquer sur la fiche du client, machin, On va quelques remplir clics. le bon petit bordereau là, bien sympa. Bah normalement maintenant c'est censé être quand même de plus en plus digitaux et le Crédit client... Agricole, c'était pas digitaux quand il Ah, quand je suis travaillait. parti, ça allait mieux quand même. Pas quand je suis arrivé, mais quand je suis parti, ça avait quand même progressé et le client pouvait signer en ligne beaucoup de documents, donc ça permettait justement d'avoir une meilleure conformité là-dessus. Mais c'est vrai que globalement, ça, le banquier, il aime bien parce qu'entre guillemets, déjà, c'est valorisé par sa hiérarchie, c'est valorisé par ses objectifs commerciaux et en plus, il est en autonomie là-dessus. Le crédit, quand vous êtes banquier aujourd'hui, vous n'avez plus aucune autonomie.
autant il y a 10 voire 20 ans en arrière, vous pouviez vraiment faire du crédit un peu tout seul dans votre coin, limite vous vous faisiez le contrat de prêt de votre client sur une serviette de table au restaurant, vous lui dites c'est bon, demain matin tu auras 1 million sur ton compte, hein. Je grossis le trait, mais bon, ça c'était pas très loin de ça quand j'en parlais encore avec certains collègues qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais aujourd'hui, c'est devenu juste un enfer pour un conseiller bancaire de faire un crédit. Déjà, vous avez une réglementation qui est extrêmement difficile là-dessus, et dans quelques minutes, je vous reviendrai justement sur la hiérarchie de cette réglementation pour que vous la compreniez bien. Mais en plus, le conseiller, quand il va être dans le montage de son dossier, il va pas pouvoir être autonome. Il aura même 0 autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape, pour chaque détail de votre dossier, il va devoir en référer à des personnes différentes. Donc, par exemple, quand vous négociez avec votre banquier le taux, pour valider le taux, il doit demander en général à son manager ou à son N+2. Pour l'accord du crédit, donc savoir s'il vous octroie l'enveloppe, donc ça c'est encore différent du taux, il voit soit avec son manager, soit avec son N+2, soit avec sa direction des crédits en fonction de l'organisation qu'a la banque dans laquelle vous êtes allé. Pour l'assurance, donc le fait de vous assurer ou pas pour l'assurance décès, si jamais voilà vous étiez invalide, votre partenaire décède pendant la durée du prêt, bref, ces questions-là, ils vont encore avec un autre service. Pour l'édition des offres de prêt, une fois qu'il a validé ça, c'est encore un autre service qui s'en occupe. Pour la réception des offres de prêt signées pour vérifier si tout est bon, c'est encore un autre service qui s'en occupe. Donc vous commencez à comprendre un peu la chose. En fait, les banquiers, juste ça les saoule, c'est normal, hein, n'importe quel être humain, quand vous lui faites faire une tâche et qu'en fait il doit en référer avec X personnes, sachant qu'en plus c'est X personnes pour y avoir été il y a pas si longtemps, c'est pas des gens qui sont très réceptifs, hein, ils vont se comporter comme des fonctionnaires de mairie. C'est de vous, encore une fois, de vous donner l'image mentale, et je grossis un peu le trait, mais voilà, c'est globalement des gens qui sont là pour remplir du formulaire, pour gratter du papier, qui ont pas vu un client depuis parfois plusieurs années, donc globalement qui n'ont pas la notion de voilà, quand vous êtes banquier, vous essayez de bien faire votre boulot, forcément en face vous avez un client qui a des impératifs parce qu'il y a un vendeur qui a signé un compromis chez un notaire, il a lancé par le notaire pour savoir quand il va signer, et vous êtes le conseiller qui essaie de faire le joint d'étanchéité entre les impératifs de votre client qui essaie de se faire financer et de votre hiérarchie qui vous met X bâtons dans les roues, parce qu'en réalité aujourd'hui les banques sont de plus en plus frileux sur le crédit. Encore une fois, le crédit au particulier, et ça n'a pas changé, il y a très peu de défauts, c'est-à-dire il y a très peu de gens qui ne remboursent pas un prêt immobilier. On est parmi les taux les plus bas au monde de non-remboursement d'un prêt immobilier. Par contre, sur les entreprises, ça s'est énormément tendu depuis le Covid, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de boîtes qui font défaut, qui sont en faillite, qui sont en liquidation judiciaire. C'est des éléments qui font perdre de l'argent aux banques, ou en tout cas qui leur mettent dans des situations de stress vis-à-vis des provisions, parce qu'il faut bien voir que le but de la banque, c'est de prêter le maximum d'argent en ayant le moins d'argent possible dans ses coffres. Plus vous avez de défauts, plus il y a de risques, plus les régulateurs vous imposent d'avoir beaucoup d'argent dans les coffres. Mais il faut bien voir que l'argent dans un coffre, pour une banque, c'est de l'argent perdu, parce qu'elle veut le sortir du coffre pour le prêter au client pour gagner plus d'argent. Donc vous vous retrouvez avec des banques qui sont là en train de, un peu le cul entre deux chaises, en train de se dire, en fait, est-ce que je continue à prêter ou est-ce que je prête moins? Et en fait, elles sont impactées négativement par le prix aux entreprises qui pour le coup est rentable, et forcément ça leur fait moins prêter aux particuliers dont les prêts sont moins rentables parce que les taux sont plus bas. Je suis peut-être un petit peu beaucoup d'informations. Globalement, pour vous synthétiser tout ça, retenez que votre conseiller bancaire, faire du crédit, il aime pas trop ça. Faire du crédit locatif, du coup, il aime encore moins ça. Et plus votre dossier va être complexe, plus ça va être difficile pour lui de le faire. Et là, vous arrivez un petit peu dans un jeu de chance, un peu comme si vous étiez à la roulette au blackjack. Vous êtes en train d'essayer de savoir si vous allez tomber ou pas sur un conseiller qui a envie de vous accompagner. C'est pour ça que plus ça avance, plus j'insiste sur le fait de se mettre le banquier dans sa poche et de presque en faire un ami. Je vous dis pas d'être ami avec quelqu'un par intérêt, mais je vous dis juste que plus vous aurez une relation proche avec le conseiller, plus il vous verra positivement et plus il sera content de travailler avec vous, et plus il vous financera. Pour revenir à l'anecdote dont vous parlez Marie tout à l'heure, c'est vrai que en ce moment j'ai des anecdotes de plus en plus what the fuck avec les investisseurs avec qui on travaille, et il y en a notamment un, je pense qu'il se reconnaîtra, parce que je sais qu'il écoute le podcast, où je passe une petite dédicace là-dessus parce que malheureusement il a eu des objections, je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que lui, son projet, il achète un local commercial à 18% de rentabilité, il est en CDI, sans crédit, propriétaire de sa RP, il gagne
Très bien sa vie, ouais. Enfin très bien sa vie, il a pas de, je veux dire son taux d'endettement, même avec le local commercial, il est largement en dessous des 35%. Bref, il a tous les voyants qui sont ouverts. Moi, pour moi, c'est un dossier, il y avait 0% de chance qu'il ne passe pas, et pour moi, j'étais en mode, tu verras, le premier banquier que tu vas voir va le financer. Malheureusement, il a été voir 6-7 banques et il s'est retrouvé dans des cas où les banques ne lui ont jamais répondu. C'est-à-dire qu'il y a des banques qu'il a vues depuis plus de 2 mois et demi, il n'a toujours pas reçu la proposition, et c'est pas faute de les avoir relancées genre des dizaines de fois. Il y a certaines banques qui lui ont donné des refus sans motif. Ça, j'avais encore jamais vu. Je n'ai jamais vu une banque donner un refus sans motif. C'est-à-dire dire on finance pas et on veut pas vous dire pourquoi. Sachant qu'encore une fois, tous les voyants sont au vert. Je veux dire, forcément, je sais pas moi, si vous êtes en intérim et que vous essayez d'emprunter un bien qui vaut 1 million, bah forcément la banque va juste vous dire je vous finance pas. Et en fait, ça paraît logique vis-à-vis de votre dossier qu'on va pas prêter à quelqu'un qui est pas en CDI pour acheter un bien qui vaut 1 million. Mais honnêtement, quand vous avez tous les voyants qui sont au vert sur votre dossier, je ne peux pas imaginer qu'une banque vous dise je ne vous finance pas sans détail motif. Moi, le motif, je le lis entre les lignes, mais c'est là où vous vous rendez compte de l'aberration dans laquelle on est vis-à-vis des banques, c'est qu'en réalité, le conseiller bancaire n'a pas voulu monter un dossier en SCI pour un local commercial parce qu'il trouvait ça trop compliqué et qu'il s'était dit que c'était une perte de temps, alors même que l'investisseur lui avait proposé des contreparties. Encore une fois, il n'y avait pas de défaut ou de lacune dans le dossier, tout avait vraiment été cadré là-dessus, et je pense que ça a un peu été le pompon. Il a le retour d'un établissement bancaire dont je ne donnerai pas le nom, mais qui lui a tout simplement dit qu'il ne voulait pas le financer, tout simplement parce que pas assez d'expérience. Alors ça déjà, je sais pas, vous financez en fait un bien immobilier. Alors je suis d'accord que pour moi, l'objection du banquier de l'expérience, elle vient dans la complexité de votre projet. C'est-à-dire plus vous allez aller sur quelque chose de compliqué, plus le banquier va vous dire vous avez peut-être pas assez d'expérience pour le faire. Je vous donne encore une fois un exemple. Vous achetez un immeuble qui vaut genre 300 000 euros, il y a 250 000 euros de travaux, le banquier va vous dire projet trop gros, trop de travaux pour une première OP, à tout moment ça part en couille. Là, je peux pas tout à fait donner tort au banquier là-dessus, en fonction de votre profil, de l'épargne que vous avez, du fait que c'est peut-être votre premier crédit, etc. Le banquier peut peut-être pas vous laisser faire n'importe quoi parce que lui se dit en fait là entre guillemets je lui donne un blanc-seing et à tout moment ça part en couille. Le truc c'est que encore une fois dans le dossier de l'investisseur dont je vous parle, on est sur un local commercial à 18% de renta qui vaut 150 000 balles. Bon, en fait, c'est justement un bien sur lequel on va quand il n'y a pas d'expérience. Le bien est déjà loué, il n'y a pas de travaux. 150 000, c'est c'est plutôt petit. C'est même pas un comme... appartement, sachant que cet investisseur vit en région parisienne. Vous trouvez rien, 150 000 euros en région parisienne, quoi. Donc vraiment, c'est des trucs où là, je suis là en mode, vraiment cette objection, en fait, elle est Nulle. C'est même pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle est malhonnête. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire ça à quelqu'un en mode on vous finance pas parce que c'est votre premier OP qu'elle est complexe, quand le truc en fait c'est juste le plus simple que tu peux acheter, un local commercial déjà loué. Je peux pas acheter plus simple, tu vois. Un bien immobilier, tu vois, c'est même un Pinel. Je suis désolé, mais un Pinel c'est plus complexe. Le Pinel il est en construction, il peut y avoir des retards dans la construction, il faut encore trouver un locataire après. Tu vois ce que je veux dire? Là, il fait un investissement qui est encore plus simple qu'un Pinel, et le banquier est capable de lui sortir cette objection. Deuxième objection qu'il a eue, et ça, c'est peut-être une des plus incroyables, c'est que le banquier lui a quand même dit que, entre guillemets, comme il s'était fait accompagner par quelqu'un pour faire son investissement IMO, entre guillemets, c'était pas bon parce que ils aimaient pas ça, les gens qui aident les débutants à investir. Ah oui, c'est vrai que Et là, c'est j'étais là en mode vraiment... waouh. Alors, en fait, ils viennent dans la même phrase de lui dire qu'ils ne lui prêtaient pas parce qu'il était débutant, et dans la même phrase, ils lui ont dit et on vous prête pas parce que justement, comme vous êtes débutant, vous prenez quelqu'un pour vous aider à faire l'investissement. Je suis là en mode mais attends, mais on vit dans quel monde là? Genre, c'est totalement lunaire. Il a eu aussi une troisième objection, mais qui est celle-là aussi qui était dingue, c'est-à-dire qu'on lui a dit ah non mais on veut pas financer dans cette ville-là. Pourquoi? Aucune raison. Tu vois, il a investi dans une ville. J'allais dire, Encore une fois, je vais pas moi, donner. je connais pas trop. Je nom de la ville, mais je connais pas trop. Je vais pas donner la ville, mais bon, c'est une ville de, je sais pas, 50 000 habitants, tout ce qui est plus classique. Tu peux pas dire je finance pas là-bas, tu vois. Genre, tu vois, il dirait j'achète dans un autre pays, la banque peut dire voilà, on finance pas dans un autre pays parce que c'est compliqué pour nous d'un point de vue juridique, d'un point de vue de la garantie. Non, là, entre guillemets, c'est une ville qui est à 2 heures de chez lui, il y a aucune raison de pas financer, tu vois. Ouais, la dame avait pas envie, je pense. La dame avait pas envie. Ça me fait prendre du recul sur, bon, globalement, ce qu'il faut bien que vous compreniez vis-à-vis des banques, c'est que il y a vraiment un jeu de chance et de malchance. Soit ça peut être très facile, et d'ailleurs je l'ai vu avec d'autres investisseurs. Tu vois, faut quand même voir ça dans les deux sens. Il y a certains investisseurs qu'on a accompagnés qui sont fait financer par des banquiers du premier coup. Pour le coup, Julien était un peu moins serein. J'étais moins serein parce que je voyais, en tant que banquier, je voyais les lacunes du dossier, donc forcément on les avait travaillés ensemble. On avait fait en sorte d'habiller la mariée au mieux, mais je me disais la mariée est peut-être pas assez belle que pour plaire au banquier, tu vois, c'était un peu comme ça que je le voyais. Et pour le coup, c'est passé.
premier coup, financement 100%, avec des bonnes conditions, et cetera. Donc, comme quoi, encore une fois, c'est là où il y a un aléa qui est énorme et où même moi, en tant qu'ancien banquier, je me retrouve dans des cas où je vois des dossiers avec des limites qui passent plus facilement que de dossiers où franchement je vois pas de défaut, qui vont se retrouver à, malheureusement, juste tomber sur les mauvais banquiers. C'est-à-dire, c'est même pas que tu t'as mal préparé quelque chose, c'est t'as fait tout ce que tu pouvais faire. Juste, en fait, il y a pas le choix. Il faut voir plus de banques et malheureusement, voir plus de banques, des fois, ça peut être plus ou moins facile. Des fois, j'ai d'autres investisseurs qui des fois font plusieurs opérations en même temps. Alors, je leur dis les limites. Attention, plusieurs opérations en même temps vis-à-vis des banques. Des fois, ça peut bloquer parce que l'objection majoritaire du banquier que vous allez avoir quand vous faites plusieurs projets en même temps, c'est que le banquier va dire, en fait, là, vous prenez trop de risques d'un coup. On préfère que vous fassiez d'abord une OP, qu'on voit dans 6 mois si ça s'est bien passé. Si ça s'est bien passé, on vous refinance. Pour autant, des fois, j'ai des investisseurs qui font plusieurs OP en même temps et ça se passe très bien parce que les banquiers sont rassurés. Ils voient pas spécialement le mal et souvent les clients, c'est normal, ils ont suffisamment de revenus, suffisamment d'épargne que pour pouvoir enchaîner plusieurs OP. Mais moi, je vois quand même la limite de attention. Je peux pas vous dire à 100% que si vous faites une deuxième OP un mois après la première, il y aura pas de problème, tu vois. Et des fois, première OP, tout est ouvert et ça va bloquer. Et c'est là que, tu vois, je peux comprendre quand justement l'investisseur, il se remet en question, il se dit non mais en fait je comprends pas, j'ai fait tout ce que je pouvais, ça passe pas vraiment, je comprends, c'est difficile et là faut bien voir qu'entre guillemets ça sert à rien de se flageller tout seul ou de se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a mal été vu. Il y a juste à un moment donné un facteur chance, tout comme la chance de est-ce que vous allez trouver un bien rentable facilement ou pas. Des fois il y en a, ils ont de la chance, première visite ils trouvent la pépite, le bien. Ça a été un peu notre cas, hein. Nous, première visite, l'appartement on l'a acheté, on vous a fait, c'était il y a 5 semaines je crois, on vous a fait l'épisode où justement on vous expliquait combien on a gagné sur notre premier investissement immobilier. Ça a été un bien, on s'est enrichi de 850 € par mois pendant 6 ans et demi. Globalement, c'est de la chance. Ça a été notre première visite. Maintenant, je connais d'autres investisseurs qui ont dû faire des dizaines et des dizaines de visites pour trouver leur première opération. C'est là où, comme tout dans la vie, vous avez le mec qui crée sa start-up et tout de suite, Ça prend, ça prend et devient millionnaire en quelques années. Et vous avez celui qui va devoir créer 6 boîtes. Il va faire 5 fois faillite avant d'avoir celle qui va finir par fonctionner. Donc, ça, pour revenir, je donnerai en plus encore un dernier élément sur l'aspect bancaire. Vous prenez pas trop la tête à essayer de deviner votre taux d'endettement, vos revenus, etc. L'idée, c'est que vous les présentiez de la meilleure des manières aux banquiers. Et après, malheureusement, dans chaque banque, vous allez avoir des politiques crédit différentes. J'en parlais encore avec un autre investisseur avec qui on travaille cette semaine. Lui, dans sa banque, il a un membre de sa famille qui a 1% de sa SCI. Le banquier a pris 100% des revenus du mec qui a 1%, du membre de sa famille qui a 1% dans sa SCI. Le banquier a pris 100% des revenus. C'est fou ça, hein. Du coup, forcément, son taux d'endettement, il est ridicule. Et il me dit, en fait, c'est un cheat code. Je lui dis oui. Après, attention, toutes les banques ne fonctionnent pas comme ça. Ouais. Pour moi, c'est un petit peu une anomalie. Je pense qu'il y a un trou dans la raquette dans la politique crédit de cette banque-là. Mais là, on revient à quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, la fameuse politique crédit d'une banque. Aucune banque n'a la même. Vous avez la Banque de France, qui est un peu considérée comme, l'organe central du financement en France, qui tout simplement va dire aux banques, voilà le cahier des charges que vous devez respecter dans votre politique crédit. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas faire des prêts sans garantie. Vous ne pouvez pas faire des prêts à des investisseurs qui ont un taux d'endettement de plus de 35%, sauf quelques exceptions, c'est-à-dire 20% de votre dossier qui vont pouvoir être en exception et donc 80% de ces 20% qui vont pouvoir être pour de la résidence principale. Donc voilà, ça c'est un peu le cadre global que va donner la Banque de France. Et après, chaque banque, donc Caisse d'épargne, Centre Val de Loire, Crédit Agricole de Bretagne, CIC de Normandie, voilà, chaque banque, donc même chaque caisse régionale des banques qui sont vous savez, sectorisé par région, va définir sa propre politique crédit et vous pouvez aller voir 2 crédits agricoles de 2 régions différentes. Ils peuvent vous calculer 2 taux d'endettement, 2 taux d'effort différents. D'ailleurs, en termes de, toujours, ça vous me demandez la différence entre un taux d'endettement et un taux d'effort. Ouvrez le Larousse, vous ne le trouverez pas. Encore une fois, ça dépend ce que chaque banque met en face. Moi, je sais que là où je travaillais au Crédit Agricole du Languedoc,
on faisait une petite distinction entre le taux d'effort qui était soi-disant le taux qu'on devait respecter pour le HCSF et le taux d'endettement qui était le taux qu'on calculait quand on prenait tous les crédits du client. Dans 80% des cas, taux d'effort et taux d'endettement, c'était la même chose. Et dans quelques situations, vous pouviez avoir des disparités. Pareil pour les revenus. Honnêtement, quand forcément vous avez, je sais pas moi, vraiment un dossier qui est très simple, vous êtes en CDI, vous gagnez 3 000 € net par mois, vous avez aucune prime, voilà, il y a pas d'aléa dans votre rémunération. Bon, toutes les banques vont plus ou moins vous retenir 3 000 € par mois. Maintenant, vous êtes commercial, vous avez certaines primes, peut-être des primes de nuit, des primes de week-end, vous avez des primes commerciales peut-être, vous avez un intéressement participation une fois par an qui est important, vous avez un 13e mois. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure. Vous pouvez arriver dans des situations où d'une banque à l'autre, elle va vous dire OK, on prend vos primes commerciales mais uniquement la moyenne des 3 derniers mois. OK, on prend vos primes commerciales mais uniquement la moyenne de la dernière année. OK, on prend votre 13e mois uniquement à 90%. Votre intéressement participation, lui, on le prend qu'à 50% parce que si jamais vous le récupériez, vous devriez payer des impôts. Là, ça va être un petit peu la foire à la saucisse des banques où ils vont un petit peu vous faire leurs propres règles dessus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, quand ça ne passe pas dans une banque, la première des solutions, la première des réactions que vous devez avoir, c'est d'aller en voir une autre. Et j'ai envie de vous dire, si votre dossier a bien été préparé, que vous êtes resté cohérent, j'ai envie de faire encore un petit rappel sur notre simulateur qu'on a mis là-dessus pour savoir si vous êtes finançable ou pas. Mais à partir du moment où vous avez une situation qui permet que vous puissiez emprunter, donc par exemple, vous êtes en CDI, vous êtes à votre compte, mais vous avez déjà plusieurs bilans à présenter à la banque, vous êtes peut-être pas finançable tout seul, mais vous vous associez avec quelqu'un qui est finançable. Bref, vous êtes dans une situation où la banque est en capacité de vous prêter et en plus, vous trouvez un projet qui est cohérent et qui n'est pas décorrélé de vos revenus. C'est évident que si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous voulez acheter un truc à 1 million, ça va pas passer. Mais si vous gagnez 2 500 € par mois, vous allez voir le banquier pour financer un bien 200 000. Il n'y a aucune raison qu'il vous dise non. Si vous dit non, allez tout simplement voir un autre banquier. Ouais. C'était une très belle analyse. Je sais même pas s'il nous reste du temps. Je pense que c'était très long. Désolé Marie, je t'ai totalement monopolisé la parole, mais là il fallait que je remette un petit peu des choses au clair parce que je vois que forcément ça vous travaille toutes ces histoires de banques, de financement. Ouais, parce que c'est chiant. Moi, je suis désolée, c'est un des trucs les plus relous dans le. Oui. Et à la limite, je te laisse annoncer la bonne nouvelle parce que en parlant de financement. Et oui, vos podcasteurs préférés ont eu la bonne nouvelle. Didier nous a dit qu'il nous finançait l'appartement à la mer. Et en vrai, on est content parce que première année sans CDI, bon, il reste encore 2 autres projets à faire financer, donc on va voir ce que ça donne. Mais première année sans CDI, donc, financement à 100%. Financement à 100%, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Pour ceux qui veulent aller le voir, je l'ai mis dans l'onglet, dans la story à la une visite. Et on est très content de financer cet appartement à la mer et j'espère que ça se passera aussi bien pour les 2 suivants qui sont un peu plus gros quand même si bon, à mon avis ça devrait le faire aussi, donc sait-on jamais, on a de l'apport, mais comme quoi un dossier bien présenté. Il faut savoir quand même que Julien m'a fait faire les bilans début janvier pour les comptables. C'était un peu short, mais voilà, bien présenté quand vous avez les bons éléments de langage, etc., et un partenaire bancaire qui travaille bien, il y a pas de raison que ça se pose pas. Donc ça c'était la bonne nouvelle de la semaine. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière Je pense pas en vrai. C'est toi qui as le timing. Sinon, on les garde pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va les garder. De toute façon, la réalité, c'est que c'était une super occasion de faire un peu un point du financement dans cet épisode parce que bon, faut être transparent avec vous. Toutes les semaines, le lundi, on vous raconte ce qui s'est passé dans notre semaine et des fois, il se passe pas 5 milliards de choses. Peut-être comme ça, je vous tease déjà pour lundi prochain. Faut qu'on vous parle de l'agence immobilière qu'on a dégagée et de la manière dont on va procéder. Et comme ça, on vous racontera un petit peu des dingueries, ça vous fera un petit peu sourire. Mais on va se garder ça pour la semaine prochaine, je pense. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je le redis à la fin quand même par réflexe, à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram, La Flouserie Quitte le Boomer Dream, on partage un peu notre quotidien d'investisseur et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao.